Voilà, je souhaite donc maintenant donner la parole pour la première communication à Jean-Luc Mouly d'Aubonne, dont le thème est la chirurgie cœlioscopique, et l'intervenant sera le professeur Reinberg de Lausanne qui fera suite à cette communication. Jean-Luc. Alors, merci beaucoup déjà de me donner l'occasion, devant cette prestigieuse assemblée, de traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel je milite depuis maintenant plus de 10 ans, la cœliochirurgie en milieu humanitaire. Cette question a donné lieu à bien des controverses, mais elle contient en elle-même un élément de réponse, à savoir comment peut-on être en recherche de développement et ne pas aspirer aux techniques de la modernité dans un monde où il n'y a plus de frontières aux moyens de communication. Les chirurgiens, où qu'ils soient, souhaitent appliquer les techniques actuelles à leur exercice professionnel et, selon la phrase de Djibril Sangaré, l'un d'eux, il serait discriminant et injuste de considérer la cœliochirurgie, dont tout le monde reconnaît le bien fondé et les avantages pour les patients, discriminant donc qu'elle soit réservée à quelques-uns. Restent deux problèmes majeurs à résoudre. Tout d'abord, le prix élevé du matériel. Mais de nombreux pays font ces investissements, ayant compris leur importance pour la santé des populations. Et il faut rappeler finalement qu'une colonne de cœliochirurgie vaut à peu près le prix d'un 4x4. Et c'est ici que l'entraide internationale peut prendre toute sa place. Le deuxième problème est celui de la formation. Et les accidents et incidents dits de la courbe d'apprentissage, comme cela a été parfois toléré dans nos pays occidentaux en début d'expérience, sont des obstacles majeurs à la crédibilité de cette technique dans les pays en voie de développement. C'est là qu'interviennent des associations humanitaires, comme Chirurgie Solidaire, qui se consacrent exclusivement à la formation basée sur l'entraide et le compagnonnage. Une autre réponse à la question de la cœliochirurgie en milieu humanitaire est donnée par l'activité chirurgicale existante actuellement dans des services hospitaliers. Et je prendrai comme premier exemple le service de chirurgie A de l'hôpital du Point G à Bamako. Cette activité cœliochirurgicale a démarré en 2001 au décours d'un premier congrès sur place sous le patronage des professeurs Jacques Périssa et Jean-Gabriel Balic. Ce programme s'est développé ensuite sur 4 ans et a pu se réaliser grâce à 3 facteurs. Le premier, c'est le financement du matériel par l'ambassade de France. Le deuxième, c'est le dynamisme et l'efficacité des professeurs de chirurgie sur place, Sambou Soumaré et Djibril Sangaré. Le troisième facteur, ce sont de nombreuses missions de formation par compagnonnage, à raison de 1 semaine par mois, en dehors des saisons des pluies, et ceci pendant 4 ans, avec l'aide précieuse du docteur Edmond Estour et de son journal de cœliochirurgie, qui publiait le planning et les rapports des missions. Nous pouvons suivre le devenir de cette cœliochirurgie dans ce service à Bamako sur une période qui s'étale de 2001 à 2010, grâce à une thèse faite récemment sur place et dont je vais vous donner quelques éléments. 1227 malades ont été opérés par cœliochirurgie dans ce service, soit environ 21% de l'activité chirurgicale globale. Alors vous voyez que la courbe s'infléchit en 2010, car cette étude ne porte que sur les 6 premiers mois de cette année. La pathologie digestive représente environ 30%, avec une nette prédominance pour les cholécystectomies. Et il faut dire que la durée d'intervention pour la cholécystectomie est entre 1 et 2 heures dans la très grande majorité des cas. La pathologie gynécologique représente, elle, environ 68%, avec une nette prédominance pour la pathologie tubaire. Les autres pathologies, pariétales avec les hernies et le staging des cancers, sont peu nombreuses, environ 1% chacune. En péropératoire, les incidents sont principalement dus à des fuites de gaz et à des accidents, je dirais, d'électricité.
Ceci dit, il y a eu quand même 4 épisodes hémorragiques, dont 3 ont intéressé l'artère cystique et ont nécessité une conversion. La 4e était simplement une hémorragie d'ordre gynécologique qui a été rattrapée sous célioscopie. 70 malades, soit presque 6%, ont eu une conversion en chirurgie ouverte avec une nette prédominance pour les adhérences. Et il faut noter que 10 malades ont été convertis en laparotomie, et ceci parce que la célioscopie était sans progression, et on admet comme principe qu'au bout de 30 minutes, le principe est alors de convertir. Les suites post-opératoires ont été simples dans 98% des cas, avec cependant 4 décès post-opératoires. 3 sont dus à des problèmes cardiovasculaires et 1 à un problème hémorragique. La durée du séjour après cette céliochirurgie est de 1 à 3 jours dans 87% des cas, ce qui est particulièrement important dans ces pays où finalement le coût de l'hospitalisation reste à la charge des patients, avec, il faut le rappeler, la famille qui fait la cuisine sur un brasero dans la cour de l'hôpital. Une page de céliochirurgie s'est donc ouverte à Bamako, avec un avenir prometteur, car tous les étudiants qui passent dans ce service universitaire se familiarisent avec cette technique, et les chirurgiens y sont devenus eux-mêmes formateurs. Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. Je peux plus descendre. Voilà, merci. Un institut de recherche et de formation chirurgicale inauguré en 2005 assure la poursuite de cette aventure pour laquelle nous sommes partie prenante, bien sûr, à Chirurgie Solidaire, par des missions de compagnonnage qui se sont déjà effectuées dans des capitales régionales, notamment à Caille et à Ségou, où le matériel était transporté de Bamako. Par ailleurs, un diplôme interuniversitaire est en projet et normalement devrait voir le jour en octobre prochain et intéresser l'ensemble des pays de l'Afrique francophone si tout se passe comme prévu. Mais malheureusement, vous savez que ce programme au Mali est en attente actuellement de jours meilleurs que nous souhaitons proches pour les habitants de ce pays. Deuxième exemple, à Madagascar maintenant, c'est l'équipe chirurgicale de l'hôpital Andrano Madio de la ville d'Antsirabe qui a été formée par plusieurs missions de compagnonnage. La dernière a eu lieu il y a un peu plus d'1 an et a permis de donner confiance au chirurgien, le docteur Harrison, dans ses capacités réelles pour la céliochirurgie. Nous savons par nos échanges qu'il pratique maintenant régulièrement cette technique et est devenu lui-même formateur pour l'ensemble de son service. Mais cette expérience est trop récente pour que nous puissions présenter une étude actuellement. Cependant, on sait qu'il y a chaque semaine 2 matinées opératoires de céliochirurgie à l'hôpital Andrano Madio. À l'hôpital de Tuléar maintenant, qui est la capitale de la région sud de l'île, une colonne de céliochirurgie toute neuve, encore dans les cartons, était sur place depuis 2 ans, suite à un don venant d'Australie, encore dans les cartons, faute de formation des chirurgiens. Une équipe complète de chirurgie solidaire avec chirurgiens, anesthésistes et infirmières de bloc opératoire, comme c'est souhaitable chaque fois que possible, y a fait déjà une mission en octobre 2012, une autre est programmée au mois d'avril, et on espère assumer ensuite un rythme de 3 déplacements par an. Dans quelques temps, les malades de cette grande ville pourront eux aussi connaître les atouts indiscutables de cette technique chirurgicale. En conclusion, il ne reste qu'un constat, à mon sens. La céliochirurgie dans les pays en voie de développement n'est pas un luxe, mais une nécessité et le désir de formation de plus en plus importante des jeunes collègues de ces pays en est un formidable plaidoyer. Je vous remercie. Merci. Avant de donner la parole à l'intervenant, le professeur Reinberg de Lausanne, je crois que Xavier Pouliquin a une question à propos de la communication de Jean-Luc Mouly. Je voulais seulement poser une question que je crois que tout se pose.
quand on parle de celluliochirurgie dans les pays pauvres, tout le monde se pose, et me pose en tout cas toujours la même question. Mais tu sais, là-bas, la maintenance est très difficile et c'est impossible parce que le matériel est trop sophistiqué et risque de se dégrader trop vite. Que peux-tu répondre à ce genre d'objection? Alors je répondrai volontiers qu'ils ont une aptitude et une astuce pour faire fonctionner et durer leur matériel qui est hors du commun et qu'en tout cas nous n'avons pas ici. Pour vous donner un exemple, lors de la première mission que j'ai faite en 2001, on n'avait pas de gaz, on a donc été à la brasserie du coin qui nous a fourni une bouteille de gaz. L'électricité a été irrégulière, on a mis un onduleur. Et depuis, la colonne de celluliochirurgie fonctionne et est réparée sur place, sans l'aide des grands fournisseurs, je dirais. Mais 7 ans après, elle fonctionnait encore, ce qui est une longévité tout à fait remarquable, en tout cas plus importante que celle que nous connaissons ici. Et alors, deuxième élément de réponse, pourquoi ils sont comme ça? Eh bien, parce qu'ils connaissent le coût et les difficultés qu'ils ont eues pour acquérir ce matériel. Ils savent très bien qu'ils n'en auront pas d'autres de sitôt. Et donc, la colonne est rangée dans un placard et, je dirais, bichonnée. Merci, Monsieur Reinberg. S'il vous plaît. Merci. Oui. Monsieur Reinberg, chirurgien pédiatrique à Lausanne. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, chers collègues, vous avez lu comme moi l'introduction que le Dr Huguet a rédigée de la coopération universitaire au compagnonnage sur place. Il a mis en évidence qu'il faut former des équipes chirurgicales comprenant chirurgiens, anesthésistes, infirmiers. Il insiste sur la répétition et une action dans la durée. Il écrit, je le cite, « Les élites sélectionnées exercent presque toujours leur activité dans les capitales et les principaux centres des pays respectifs, laissant persister d'immenses déserts chirurgicaux dans lesquels sont les généralistes à la formation aléatoire, voire de simples infirmiers qui ont la charge d'assurer les patients. » Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité à présenter ce que nous faisons depuis plus de 30 ans et je suis fier et heureux de vous montrer qu'on peut réaliser un programme qui répond à vos attentes. Donc notre service à Lausanne, depuis plus de 35 ans, a ce type d'activité. Il accueille des enfants de pays défavorisés et nous allons sur place depuis lors. Nous collaborons avec l'association Terre des Hommes. Terre des Hommes, c'est une ONG qui a été fondée en 1960 par Edmond Kayser, dont la volonté est d'aider l'enfance meurtrie au sens large du terme, sans aucune préoccupation politique, raciale ou confessionnelle. Vous avez à gauche la photo d'Edmond Kayser, et en fait c'était un ami personnel de mon patron, Noël Janton, et c'est comme ça que depuis que je suis venu en 73 en chirurgie pédiatrique, il y avait déjà des enfants de Terre des Hommes dans notre service. Terre des Hommes est engagée dans 34 pays sur une centaine de projets, mais il faut que vous sachiez que pour finir, les soins médico-chirurgicaux ne sont qu'une petite partie de son activité. Ils ont des actions sur les enfants esclaves, sur les enfants maltraités, sur l'alimentation, etc. Nous ne représentons qu'une petite partie de l'activité de Terre des Hommes. Mais malgré tout, je pense que dans le cadre de cette réunion, elle valait la peine d'être apportée. Alors, nous effectuons des missions régulières 2 fois par an depuis 1988, c'est-à-dire nous faisons 2 missions de 15 jours par an, auxquelles participent 2 chirurgiens pédiatres de spécialités différentes, un anesthésiste pédiatre, 1 ou 2 infirmières, en général qui viennent d'anesthésie et de soins intensifs, et nous prenons systématiquement un chef de clinique de chez nous et un médecin assistant de chez nous, parfois 2, qui se portent toujours volontaires. Ils se bousculent pour participer à nos missions parce qu'elles ont une fonction de formation pour nos médecins également. Du point de vue financier, parce que c'est important d'en parler, nous, médecins cadres, sommes salariés de notre hôpital, donc nous n'avons pas de perte de salaire quand nous faisons une mission. Le voyage est pris en charge par le service de chirurgie pédiatrique. La mission est à nos frais. Par contre, pour ceux qui sont en formation, chefs de clinique et assistants, nous leur payons tout, et les infirmières sont prises en charge par notre institution.
Nous travaillons essentiellement sur les pays qui figurent en jaune là-dessus, c'est-à-dire le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, nous ne faisons plus de mission pour les raisons que vous pouvez imaginer. Il y a également une deuxième équipe qui va pour la chirurgie cardiaque pédiatrique en Tunisie et au Sénégal. Qu'est-ce que nous traitons, soit sur place, soit que nous faisons venir? La chirurgie œsophagienne, des malformations anorectales, de la chirurgie urologique, surtout malformative, de la chirurgie plastique, des suites d'accidents, c'est-à-dire des malformations et des brûlures, des ingestions de caustiques. Par contre, vous le verrez tout à l'heure, nous avons complètement exclu, par exemple, les cas oncologiques pour des raisons de suite à long terme. Le but d'une mission, c'est d'aider les enfants. Et pour ça, nous faisons plusieurs choses. Nous les traitons sur place par des procédures sûres, adaptées au terrain, et nous réalisons ce qui vient de vous être présenté, c'est-à-dire c'est un véritable compagnonnage, vous le verrez dans quelques instants. Ensuite, nous formons les gens sur place, non seulement au niveau médical, mais également au niveau infirmier et d'autres professionnels de santé qui participent à nos missions. Et nous améliorons ainsi le savoir-faire des équipes locales. Vous voyez ici Blaise Mera donnant un enseignement, et vous voyez ici Judith apprenant à opérer à un chirurgien local. Nous assurons pendant une mission le suivi à long terme des enfants opérés, c'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui opère, les autres font des consultations. Et comme je vous l'avais présenté pour les reconstructions œsophagiennes, nous avons des suivis qui atteignent parfois 10 ans. Donc nous revoyons les enfants que nous avons opérés soit en Suisse, soit sur place, l'année suivante, l'année d'après, et ainsi de suite. On nous présente des nouveaux cas que nous trions, ceux qui peuvent être opérés sur place par compagnonnage par nos collègues locaux, ou ceux qui sont des cas trop sévères et que nous ferons venir ensuite en Suisse dans l'année qui suit. À chaque mission, nous voyons environ 200 enfants qui sont vus ou revus et nous pratiquons 50 à 70 interventions pendant les 2 semaines où nous sommes sur place. Quand je dis nous, c'est toujours en collaboration avec nos collègues togolais, béninois, sénégalais, etc. Et puis, parmi ces cas qui nous sont présentés, il y en a environ une quinzaine qui sont sélectionnés parce que trop sévères pour être transférés dans l'année qui suit en Suisse. Il y a non seulement des médecins et des infirmiers, mais maintenant nous avons une orthophoniste pour les fentes faciales qui a créé un groupe de guidance pour les parents et qui permet que l'enfant soit adapté à la société dans laquelle il vit, et surtout ça a permis de les réintégrer à l'école. De la même façon, les psychologues font un travail fantastique pendant nos missions. Nous avons également maintenant une ergothérapeute qui vient avec nous et qui a appris aux physiothérapeutes locaux et à des bricoleurs de génie, comme vous venez de le dire, monsieur, à fabriquer des orthèses avec les moyens du bord pour soigner ses enfants et pour suivre la modification des orthèses après notre départ. Les partenariats que nous avons développés, en 1997, Terre des Hommes, la coopération suisse et la République du Bénin ont financé la construction d'un hôpital pédiatrique à côté d'un hôpital de province, qui est l'hôpital du Zou. Et ça répond tout à fait à ce que vous avez dit, monsieur Huguet, de ne pas créer un hôpital dans la capitale, mais en plein centre du Bénin, là où il n'y avait pas grand-chose. En 2003, nous avons créé un accord de partenariat entre le CHUV, ce centre hospitalier et Terre des Hommes, convenant qu'un plus grand nombre possible d'enfants restent traités sur place par des médecins locaux avec nous et que seuls les cas les plus compliqués sont transférés en Suisse. On a mis en place des structures de transfert et des compétences pour suivre ces enfants après leur retour chez eux. Nous avons également développé des bourses pour permettre à des médecins de venir et jusqu'à présent, 5 chirurgiens ont pu passer une année de formation à Lausanne, 3 infirmières et 5 pédiatres qui ont pu passer entre 6 mois et 1 an à Lausanne pour parfaire leur formation et retourner dans leur pays d'origine. Quels sont les enfants que nous faisons venir en Suisse? Ils sont sélectionnés sur place ou bien on nous envoie un dossier. Le but est que le séjour soit court en Suisse, la moyenne est d'environ 3 mois, et que les enfants puissent rentrer chez eux, soit sans traitement, soit avec un traitement bon marché, facile à se procurer dans leur pays. C'est pour ça, par exemple, que l'oncologie est exclue de ces programmes. Quand les enfants viennent en Suisse, qui s'en occupe? Terre des Hommes possède une maison qui est en Valais, qui s'appelle la Maison de Massonger, où il y a en permanence une 50aine d'enfants qui leur assurent la nourriture, il y a des infirmières, il y a une école, il y a des loisirs. Et pour le financement de ce programme, ça fonctionne avec des dons et avec des manifestations. Et je dois citer en particulier Yannick Noah, qui nous est d'une fidélité exceptionnelle. Année après année, il donne 1 ou plusieurs concerts dont la recette complète va à la Fondation de Terre des Hommes. Et de même Barbara Hendricks, qui donne des concerts pour la Fondation, ainsi que beaucoup d'autres artistes. Tous nos patients sont enregistrés dans une banque de données informatisée, ce qui permet un suivi à très long terme.
Les demandes de renseignements sont planifiées à l'avance. Et ça, c'est un problème. Quand vous voulez revoir les patients que vous avez opérés, comment les faire venir à l'hôpital pour qu'ils viennent à la consultation, parce que c'est un problème économique. Ils n'ont pas les moyens de se payer le taxi brousse. Et c'est Terre des Hommes qui prend en charge ces frais de déplacement en payant la moitié à l'aller pour qu'ils viennent et seulement le retour une fois qu'ils sont venus. Je vais conclure en disant, pour finir, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, de permettre à des enfants de pays défavorisés de bénéficier de soins chirurgicaux de qualité auxquels ils ne pourraient pas avoir accès. On évite par un programme de ce type ce que vous avez proposé, c'est-à-dire de les séparer de leur famille, de les soigner dans leur pays avec leurs médecins. On a fait une promotion dont vous avez vu l'exemple de programmes d'éducation à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien les parents que les médecins, que les infirmières, que les ergothérapeutes et les orthésistes. Et bien sûr, nous avons un contrôle de qualité de notre travail qui dure depuis maintenant plus de 25 ans pour le contrôle de qualité. Ça permet à nos propres chirurgiens en formation venant de Suisse d'acquérir une expérience dans des pathologies rares qu'ils n'ont jamais vues. Vous ne voyez plus dans nos pays une maladie de Hirschsprung, il n'y a que dans les livres qu'on les voit. Mais quand vous allez en Afrique, vous voyez des enfants de 3 ans avec un Hirschsprung et ils sont comme ils étaient dessinés autrefois. Leur donner une approche très différente des problèmes de soins en santé publique, et je vous promets que quand nos chefs de clinique et nos assistants reviennent de mission, c'est eux qui disent « mais pourquoi on va faire ce scanner, on peut s'en passer, mais pourquoi on va faire cet examen, on pourrait s'en passer », parce qu'ils apprennent à travailler avec des moyens beaucoup plus modestes. Et puis, et je terminerai là-dessus, faire des missions, bien sûr, c'est quelque chose de généreux pour les enfants que nous traitons, mais n'oublions pas, c'est très très égoïste, mais c'est un extraordinaire enrichissement personnel pour chacun d'entre nous. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Reinberg, pour cette remarquable communication. Le temps presse. Une question, si vous voulez, pour M. Jacques Barbier. Non, simplement une information. Je suis resté en rapport avec Karim Koumaré, qui est membre de notre association, membre correspondant à l'étranger, et membre correspondant de l'Académie de médecine. Les nouvelles sont catastrophiques, vous vous en doutez. C'est-à-dire que tous leurs élèves actuellement sont en train de partir à l'étranger. Et l'hôpital du Point G n'est pas approvisionné ni en médicaments ni en consommables. Merci, M. Reinberg. On va donc passer à la communication suivante.